Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 26 janvier 2022. Aujourd'hui, je fais cette vidéo qui porte le titre de Le noyau dur de la société québécoise. Voilà. Mon nom est Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Je suis avocat depuis 1992. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je ne fais aucune sollicitation de quelque nature que ce soit. Et mon background consiste en philosophie, un baccalauréat, une maîtrise, scolarité de doctorat. J'ai une baccalauréat et une maîtrise en droit et une maîtrise en droit à l'université de Georgetown. Je pratique depuis 1992 comme plaideur et j'ai plaidé devant la Cour du Québec, devant la Cour supérieure et la Cour d'appel. J'ai fait du bénévolat pour la Revue du Barreau pendant une dizaine d'années et j'ai fait du bénévolat aussi pour l'AFPAD, l'Association des familles des personnes assassinées et disparues, avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Et je suis double médaillé du gouvernement général pour mes états de service au service correctionnel et pour les victimes d'actes criminels. Bon, voici. Pourquoi faire une vidéo sur le noyau dur de la société québécoise? On pourrait comparer une société à un oignon, à une pêche ou à une prune. Mais au départ, un oignon qui aurait un noyau. Donc, on enlève les plures les unes après les autres et là, on arrive au noyau, le noyau dur. Ce noyau dur de la société québécoise, c'est l'électorat de la CAQ, la Coalition Avenir Québec. Et on le voit dans tous les sondages, c'est de plus en plus évident, il y a un noyau dur de vaccinés et qui entretiennent une hargne assez évidente à l'endroit des non-vaccinés. La question que je me suis posée, c'est comment tout ça a-t-il été rendu possible? Est-ce que c'était annoncé? La réponse à ça, oui, clairement. De la même façon que les projets des fascistes au Portugal avec Salazar, en Espagne avec Franco, en Italie avec Mussolini, en Allemagne avec Hitler, en Russie avec Poutine, en Chine avec Xi Jinping, dans tous les pays autoritaires, dans tous les pays qui ont vu l'émergence d'un autoritarisme, ça a toujours été annoncé. On ne peut pas dire que les dictateurs sont arrivés, passez-moi l'expression, comme on sort un lapin du chapeau, là, ou comme la génération spontanée, avant que Pasteur découvre finalement que les microbes étaient dans l'atmosphère et vivaient parmi nous. N'est-ce pas? Bon, non, il n'y a pas de génération spontanée des dictateurs. Ils se développent comme une gangrène et finissent par prendre beaucoup de place. Beaucoup de place. Et voilà. Bon, dans le cas de M. Legault, qui est un séparatiste de longue date, un homme qui a voué sa vie finalement à la reconstruction du Canada à sa manière, avec un pays indépendant qui se serait appelé Québec, ou encore à la destruction du Canada dans sa forme traditionnelle, eh bien, on ne peut pas dire que ses convictions extrêmes, séparatistes, étaient cachées, c'était connu de tous et de toutes. Voilà. Mais, dans le cadre de la situation actuelle, et depuis son élection, est-ce qu'il y a des signes clairs? Oui, il y en a. Et je vais les partager avec vous. Le premier signe clair de la naissance de ce nationalisme socialiste, gauche efficace, nationalisme socialiste, gauche efficace, hein, comme on dit,
comme on dit en anglais, un reminder of the 30s, hein, un retour, un écho des années 30, là, de l'autoritarisme, du fascisme. Eh bien, son premier signe d'adhésion au fascisme, ça a été de retirer le crucifix de l'Assemblée nationale. Parce que le crucifix de l'Assemblée nationale, c'est pas rien. Pour beaucoup de Québécois, c'est le symbole, évidemment, de la période de Maurice Duplessis, Chanoine Delgroux, l'époque ou d'Adrien Arcan, durant la Deuxième Guerre mondiale, qui était un nazi notoire. Bon, sauf que à l'extérieur du Québec, le crucifix est un symbole de paix, de tolérance, de pardon, d'amour, d'unité, n'est-ce pas, la croix, l'unité. Donc, le fait de le retirer de l'Assemblée nationale au nom de la laïcité, ce qui voulait dire, en fait, remplacer le crucifix par lui. C'est-à-dire, et là, il faut avoir un peu de base de philosophie politique, n'est-ce pas? C'est que la croyance en Dieu nous ramène aux 10 commandements, nous ramène à l'Évangile. Donc, un message essentiellement métaphysique et mystique, n'est-ce pas? De l'amour de la communauté humaine. À partir du moment où vous retirez le crucifix et que quelque temps après vous adoptez une loi qui s'appelle la loi sur la laïcité, eh bien vous chassez du domaine public tous les croyants. Pas seulement les musulmans, là, on a beaucoup mis l'emphase sur les musulmans, là, mais ça comprend les catholiques, les juifs, tous les croyants, les bouddhistes, autrement dit, dehors du domaine public. On enlève le crucifix, le message est clair. On oublie bien entendu d'enlever les armoiries de l'Empire victorien, de la Grande-Bretagne au-dessus, n'est-ce pas? La fusion avec, si vous voulez, le Dominion du Canada et l'Empire britannique sous l'égide de l'Église anglicane. Mais ça, évidemment, M. Legault n'osera pas enlever ce symbole, d'ailleurs, qui est sculpté dans le bois et qui serait difficile à enlever et qui provoquerait des réactions absolument très dures de la part du Canada anglais, voire même du gouvernement fédéral, voire même du lieutenant-gouverneur, n'est-ce pas, qui représente la souveraine à l'échelon provincial. Donc, le retrait du crucifix, l'adoption de la loi sur la laïcité. Ça vient en quelque sorte jeter une ombre sur le passé historique du Québec. C'est une façon de dire aux Québécois, surtout ceux qui ont un certain âge, de dire la religion, là, ça fait partie du passé, ça fait partie du patrimoine, et ça n'a pas à se mêler du domaine public. Au fond, c'est des niaiseries. Vous pouvez croire ce que vous voulez. C'est du domaine privé, ça ne nous regarde pas. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais il faut croire en qui? Dans l'État. L'Aufklärung. Ah! Là, on touche le gros morceau. Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. L'affirmation de l'État de l'Aufklärung. L'État remplace l'Église, remplace la foi. Ce qui va inspirer Karl Marx, Friedrich Engels, Proudhon, Auguste Comte. Et là, c'est la science positive avec Auguste Comte, hein, le père du positivisme. Donc, on se retrouve avec une forme de nouvelle religion de la science, religion de l'État. C'est l'État qui est tout. Hein, Louis XIV, l'État, c'est moi, le roi Soleil. Là, le roi Soleil s'appelle François Legault. Il est celui qui veut créer l'État québécois. N'est-ce pas? L'État québécois sorti de l'emprise de la religion, de la superstition, parce que c'est ça pour lui, c'est de la superstition. Donc, ça fait partie du patrimoine, nos églises, les couverts, monastères, etc. Tout ça, c'est le passé. C'est terminé. Maintenant, c'est l'État qui s'affirme. Et l'État, c'est lui. Il gère par décret. Là, évidemment, il y a la question de la pandémie, je vais y revenir. Mais donc, la laïcité de l'État. C'est pas rien. C'est énorme. On décroche de la loi de Moïse, on décroche des 10 commandements, on décroche de l'Évangile, on décroche de l'unité et on renforce le pouvoir du gouvernement.
Et là, évidemment, tout ça plaît à une certaine partie de la population. Et après la loi sur la laïcité, bien là, il y a la réforme de la loi 101. Avec la réforme de la loi 101, bien là, on met dehors les Anglais et les communautés ethniques pour affirmer les Québécois de souche. N'est-ce pas? Mais d'une façon, je vous dirais, un peu particulière. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais tout ça pour vous dire que c'est en continuité des projets initiés, entre autres, par le Parti québécois, n'est-ce pas? Là, mourir dans la dignité. Les personnes âgées, malades, handicapées, mourir dans la dignité, les soins de fin de vie, l'euthanasie, l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale et l'ingénierie économique qui a été pensée par les économistes de l'Université de Chicago, l'Université de Harvard. On a tout importé ça ici. Comment on se débarrasse d'une partie de la population. En utilisant des moyens de bonne foi qui paraissent bien. On n'est pas là, avec des SS et des SA. Là. Non, non, non. Il s'agit d'aller voir la personne et de la convaincre que, bon, il n'y a plus rien à faire. La médecine ne peut plus rien faire pour elle. Et, bon, écoutez, vous êtes éligible. Vous êtes éligible aux soins de fin de vie. Et résultat, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est beaucoup moins coûteux pour l'État. C'est l'État qui devient le centre. Et à l'intérieur de l'État, bien entendu, étant donné le modèle constitutionnel issu de la monarchie que nous avons, au centre de l'État, c'est le premier ministre par convention constitutionnelle, parce que ça n'apparaît pas nulle part dans notre constitution. On a une constitution de 1867, à l'époque de Victoria, le Dominion du Canada. Donc, on enlève le crucifix, la loi sur la laïcité, la loi 101, qui est réformée, et finalement la pandémie, et là vous avez les vaccinés et les non-vaccinés. Donc, autrement dit, le projet initial, on revient à ce que je disais tantôt, la société est comme un gros oignon, une pêche ou une prune, et là on enlève des couches. Les croyants, les Anglais, les communautés ethniques, les non-vaccinés. Donc, on crée un modèle d'exclusion sociale, un modèle de ségrégation, de discrimination à l'égard des Anglais, des croyants, des non-vaccinés. Et là, la liste, ça se rallonge. Ce qui rappelle un peu dans les années 30, la fameuse liste mise en place par certaines personnes reliées au Parti national socialiste à cette époque-là, n'est-ce pas? On visait les Juifs, n'est-ce pas, les homosexuels, les Tziganes, les Slaves, il y a les handicapés dans le cadre du programme Action, AKTION, et ainsi de suite. Donc, ajouter à ça, bien entendu, comme je vous disais, l'euthanasie massive, qui est pratiquée maintenant et qui s'applique à large sur tout le territoire québécois, n'est-ce pas? Et vous avez un modèle concocté de régime autoritaire. Donc, je répète, on enlève le crucifix, on sort du domaine public les croyants, on affirme une loi qui exclut finalement les anglophones et les groupes ethniques du concept très limité de nation québécoise. Et là, on élimine les non-vaccinés qu'on sort du domaine public. Et évidemment, et on renforce les lois déjà existantes en ce qui concerne l'ingénierie sociale, l'euthanasie, avec les soins de fin de vie, et ainsi de suite. Ajoutez à ça des mesures que le pouvoir exécutif va mettre en place, comme des subventions massives aux mainstream médias, ce qu'on appelle les grands médias, et l'établissement d'un régime de censure qui se rajoute à toute cette discrimination, à toute cette ségrégation. Eh bien, on se retrouve dans une société très archaïque, violente, primitive, et on nous annonce du harcèlement fiscal. C'est que bientôt, les personnes non vaccinées vont devoir payer une surcharge fiscale significative.
Et je reviens sur la question des médias qui véhiculent la propagande gouvernementale et qui véhiculent une propagande haineuse, et la police qui ne fait absolument rien dans ce dossier-là. Ça, c'est le nec plus ultra, et ça confirme l'autoritarisme d'une police politique qui applique des décrets. Il n'est plus intéressé à appliquer le code criminel, il applique les décrets, n'est-ce pas, les mesures sanitaires. Donc là, on s'acharne sur les citoyens, et ce qui vient rajouter au climat difficile, c'est le silence de plomb des corps intermédiaires, silence de plomb du barreau, des universités, hein, les intellectuels, ceux qu'on appelle des intellectuels. Est-ce qu'il y a encore des intellectuels au Québec? J'en doute. Ce sont des fonctionnaires universitaires, n'est-ce pas, qui vivent à coup de subventions et qui obtiennent des argents du gouvernement pour se faire publier, etc. Bon. Et le barreau, silence de plomb. Est-ce qu'on est un état de droit? Est-ce que les avocats ont encore leur place? J'en doute énormément. Et bien sûr, silence aussi de la magistrature. Évidemment, ils ont le devoir de réserve, n'est-ce pas? Ils ont toutes les raisons au monde. Donc, tout ça pour dire qu'une fois qu'on a épluché l'oignon de la société québécoise, on arrive comme dans une pêche ou dans une prune, au noyau dur. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'on se retrouve avec des gens pour qui, n'est-ce pas, le silence, ou encore le fait de dire, entre guillemets, « Ah, moi, je veux pas de trouble. Ah, moi, je veux pas de trouble. » Et là, on suit l'ordre gouvernemental, on suit la tendance gouvernementale, on est obéissant, on obéit aux ordres, aux directives, on suit ça à la lettre, et on dénonce ceux qui osent élever la voix. Évidemment, lorsqu'on leur demande pourquoi vous acceptez de vous faire vacciner, bien, ils vont dire, bien, moi, je veux pas de trouble, je veux pas perdre mon emploi, etc., etc. Bon. Je vous ferai remarquer qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment du procès de Nuremberg, c'est exactement le genre d'argument qu'on entendait de la part des gardiens des camps. Nombre d'entre eux, d'ailleurs, avaient réussi à fuir vers l'Autriche parce qu'ils étaient originaires d'Autriche. Donc, ils sont retournés chez eux en Autriche. Ça a été très difficile pour les services de renseignement juifs, israéliens de pouvoir, ou alliés, de pouvoir identifier les criminels de guerre. Mais la plupart de ces gens-là, le seul argument qu'ils avaient, on obéissait aux ordres. Alors ça, légalement parlant, on obéit aux ordres. Oui, mais dans la mentalité de l'Aufklärung, où il y a seulement le gouvernement, l'État, et que Dieu n'est pas là, que Moïse n'est pas là, que les lois que les 10 commandements ne sont pas là, si le chef de l'État te dit de poser des actes infâmes et que tu les poses, eh bien, aux yeux de ton gouvernement, sur ton territoire, tu es un bon citoyen, mais pour le reste de la communauté internationale, tu es un criminel. N'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui est en train de se produire au Québec. N'est-ce pas? Parce que, simplement, au sujet, par exemple, de la charge fiscale contre les non-vaccinés, le reste de la communauté internationale nous regarde, puis on a vraiment l'air bizarre. Et là, je suis poli. On a l'air bizarre. Donc, on se retrouve dans une drôle de société grâce au noyau dur, à ce noyau dur, à ce qui reste, les fidèles, n'est-ce pas, qui forment 40-47% de l'électorat, là. Le reste, bon, ben, écoutez, il y a les libéraux de Mme Andelade qui font absolument rien, là. Ils sont pas là, ils dorment. Le Parti québécois, ben, c'est l'ancien parti de l'actuel chef, là. Il ne se passera rien non plus. Qu'est-ce qui reste? Québec solidaire. J'ai rien vu là non plus. Donc, il faut comprendre que tout ça se situe dans un continuum clair. Maintenant, d'un point de vue géopolitique, comment on peut expliquer le phénomène? Bien, le phénomène du noyau dur est aussi facile à expliquer parce que, voyez-vous, en Chine,
le modèle de numérisation massive, c'est exactement ce qu'ils ont, hein, la reconnaissance faciale, la vaccination obligatoire, le pass sanitaire. Tout ça, c'est créé, c'est un outil de contrôle, n'est-ce pas? Contrôle, savoir, de la part d'une hiérarchie qui n'est plus une hiérarchie communiste, mais une hiérarchie qui compte sur un noyau dur d'oligarques et de la population qui vit dans la peur et qui est terrifiée. Donc, et ça, c'est comme ça depuis 2004, parce que la Constitution de la République populaire de la Chine a été amendée de façon à permettre les investissements étrangers en Chine et aussi, et ça c'est pas un hasard, la propriété privée des moyens de production. Donc, il y a des entreprises qui appartiennent à des personnes privées, des personnes humaines distinctes du Parti communiste et qui sont très riches, qui habitent dans d'immenses demeures en Chine. Et ça, c'est incompatible avec le marxisme. Et rajouter à ça une clause sur la productivité des travailleurs. Autrement dit, la productivité des travailleurs est devenue, à cause de cet amendement constitutionnel, une norme constitutionnelle. Il n'y a pas de grève en Chine. Il n'y a pas de ligne de piquetage. Il n'y a pas question de négocier des conventions collectives. N'est-ce pas? Tout le monde est aux ordres de Xi Jinping, du chef. Et lui se tient au pouvoir grâce à son noyau dur et il contrôle l'opposition de la même façon que Legault et Trudeau font ça ici au Canada. C'est exactement le même modèle. C'est parce que souvent on m'arrive avec des théories au sujet de Bill Gates là, et puis de Schwab, l'agenda 31. Écoutez, là, c'est pas compliqué. Là, à l'heure actuelle, la Chine est en guerre avec l'Occident et sa COVID, c'est une opération militaire. C'est pas compliqué à comprendre. Et ils ont en place des collabos. Macron, Legault, Trudeau, Biden. Tous ces gens-là représentent des oligarques qui ont investi des milliards en Chine. Et là, maintenant, on adopte, on implante en France, au Québec, au Canada, dans les États démocrates aux États-Unis, le modèle chinois. Parce que je vous ferai remarquer que dans tout le reste de la planète, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, la plupart des pays africains, la plupart des pays d'Asie, la pandémie, là, c'est terminé. On n'en parle plus. En Angleterre, Boris Johnson a mis son poing sur la table. C'est terminé. C'est terminé. Mais en France, en Autriche, en Allemagne, oh, là, c'est pas drôle. Au Québec, c'est le pire endroit. Le pire endroit. Mes sources m'indiquent, là, on est imbattable. Ici, là, c'est... il y a un élément de violence de l'État, n'est-ce pas? Ce que Noam Chomsky, le célèbre philosophe du MIT, parlait, lui, de terrorisme d'État. Terreur. Et c'est là que le noyau dur est important, parce que c'est lui, le noyau dur, qui empêche l'évolution de la société, qui, en quelque sorte, se braque, crispé, apeuré, et obéit aux ordres, sans broncher, et même fait plus pour être bien remarqué, pour être bien vu. Donc, pour frapper encore davantage tous ceux et celles qui ne sont pas conformes. Et parmi ces personnes, il n'y a pas seulement les non-vaccinés, il y a les croyants. Il y a les croyants, parce que l'État est laïque. L'État est laïque, c'est l'Aufklärung. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Hein? Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de 10 commandements. Tout ça, là, c'est des niaiseries. Là. Tout ça, là, c'est les décrets. C'est ça. Et la police applique les décrets. Voilà. Il n'y a pas de jeu. Hein? Les croyants, là, fatigués, vous autres, là. C'est 17,89 importé dans le temps au Québec. Avec, évidemment, la guillotine en moins. Mais, vous allez voir, les taux vont se resserrer. Ça, écoutez, c'est la stratégie des petits pas. C'est le modèle chinois. On importe ici le modèle chinois. Le modèle de Xi Jinping, c'est un pas en avant,
2 pas en arrière, 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en arrière, 4 pas en avant. C'est du poker géostratégique. Et ça terrifie une partie de la population. Le noyau dur. Et ce noyau dur de vaccinés ne va pas lâcher prise. Jamais. Parce qu'ils sont terrifiés. Ils ont perdu la raison. Ils sont sous hypnose. Ils écoutent la télévision à longueur de journée. Ils boivent, ils intègrent les messages. N'est-ce pas? Ils sont dociles. Dociles. Ils se renforcent entre eux. Et ils marginalisent les autres. Et c'est ce qui amène la destruction des familles, des entreprises, que des individus perdent leur emploi, que des individus sont refusés à l'hôpital, ou qu'on vit toutes sortes de situations qui sont tout à fait, je dirais, étranges. Mais quand on comprend l'esprit du national-socialisme, quand on comprend les racines philosophiques profondes, à partir de Friedrich Nietzsche, n'est-ce pas, qui a évacué la morale chrétienne dans son ouvrage La généalogie de la morale, et que tout ça a été structuré rationnellement par Hegel dans sa dialectique, thèse, antithèse, synthèse, que ces idées-là ont été reprises par Karl Marx, Friedrich Engels, n'est-ce pas, en France avec Proudhon, Auguste Comte, principalement, Durkheim. Eh bien, on comprend bien tout à fait ce n'est pas un amalgame, c'est un cheminement historique dans le sens du progrès, comme la gauche le comprend. Et d'ailleurs, ce qui est un fait intéressant, c'est que Martin Heidegger, qui est un des grands philosophes allemands, n'est-ce pas, a été nommé recteur de l'Université de Berlin, et c'est Hitler qui l'a nommé. Et Martin Heidegger, c'est la continuité de Nietzsche. Hein? C'est la continuité de Nietzsche, c'est la continuité des philosophes allemands avec Hegel et d'autres. Bon. L'Aufklärung, cette idée de l'État puissant, n'est-ce pas? La philosophie de l'histoire, qui est l'affirmation de l'État. Mais là, soyons clairs, quand je parle de l'État, je ne parle pas d'une assemblée constituante selon le modèle républicain à l'américaine, avec une séparation des pouvoirs, un check and balance. Là. Je parle de l'Aufklärung. Je parle du Führer. Je parle du modèle, si vous voulez, un peu inspiré, si vous voulez, des monarchies d'Europe, où au départ, c'était des monarchies absolues, comme en France. En Angleterre, la monarchie est vite devenue une monarchie parlementaire. Le roi devait composer avec les barons, c'est-à-dire ses lieutenants. Le roi était le chef de guerre, il était entouré de ses lieutenants, ceux qui l'avaient aidé au combat et qui l'ont récompensé, qui l'ont anobli, qui sont devenus les House of Lords, certains d'entre eux sont devenus juges, ce qui a permis de former un appeal court en Angleterre. Donc, quand je parle de l'État, je ne parle pas de l'État anglais, qui est un État profondément parlementaire et très respectueux des droits et des libertés depuis la Grande Charte de 1215. Je parle de la monarchie absolue française, de la monarchie hanovrienne en Allemagne, la Saxe, la Bavière, où là on avait des monarques absolus. N'est-ce pas? La Prusse, la Saxe, la Bavière, le Hanovre, l'électorat du Hanovre, qui avait des monarchies absolues. Bon, je ne vais pas donner un cours d'histoire à l'époque de William Pitt, etc. Là. Je veux simplement vous dire que cette conception de l'État a absolument besoin d'un noyau dur. Sans le noyau dur, ça ne peut pas exister. Et c'est la raison pour laquelle je vous prédis que François Legault va remporter les prochaines élections avec une majorité, avec son noyau dur. Je vous prédis qu'il va être au pouvoir jusqu'en 2030. Parce qu'il a réussi, comme les dictateurs fascistes avant lui dans les années 30,
à identifier, à encercler le noyau dur et à le posséder. Il possède le noyau dur du Québec. Il pourrait éventuellement décider de déclarer le Québec comme unilatéralement l'indépendance du Québec, ce qui est son rêve. C'est son rêve, ça. Devenir le premier président de la République du Québec ou de l'État du Québec, quelle que soit la forme constitutionnelle, et où il aurait tout le pouvoir entre les mains. Et ça, c'est fondamental, c'est important de le comprendre. Ce noyau dur, c'est sa majorité. Il les connaît. Il leur parle, il leur dit un langage qu'ils comprennent. Ils sont sous hypnose totale. Ils ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur du Québec. Ils ne veulent pas le savoir. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de se renforcer dans leurs convictions. Voilà. Ceci étant dit, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie tous mes abonnés. Je vous remercie de votre loyauté, de votre fidélité. Je vous remercie, je remercie aussi les non-abonnés. Je remercie tout le monde pour les commentaires. Si vous voulez communiquer avec moi, ça me ferait plaisir. Mon adresse courriel, claudelaf@hotmail.com. Je réponds à tous les courriels habituellement. Donc, là-dessus, je vous dis à toutes et à tous, malgré le froid cinglant, eh bien, je vous dis à toutes et à tous de passer une bonne, belle et sainte journée. Et si vous avez la chance, si vous voulez, de votre propre chef, de prier, parce que le Québec en a besoin, au point où nous sommes rendus. Allez, au revoir.